Voici les coïncidences historiques les plus troublantes. Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 9, les chapeaux de l'île de Pâques. Sur l'île de Pâques, ce ne sont pas les mystères qui manquent, et l'un des plus intrigants concerne les chapeaux des Moai, les célèbres statues géantes qui ont rendu l'île du Pacifique si mystérieuse. Et les découvertes successives nous apprennent que l'on ignore beaucoup plus que l'on sait sur ces statues. Tout d'abord, il était cru que la majorité de ces statues n'étaient que des bustes et des têtes. Mais une étude de grande envergure en l'an 2000 a prouvé que la majorité d'entre elles avaient des corps entiers qui étaient enterrés sous terre. Ensuite, la majorité d'entre elles avaient des chapeaux qui cachent un sombre mystère. Des chapeaux qui se sont détériorés et disparus avec le temps au point qu'il n'en reste que quelques exemplaires. Les statues impressionnantes, mesurant jusqu'à 10 mètres de haut et pesant jusqu'à 82 tonnes, étaient coiffées de chapeaux sculptés séparément des statues et faits d'une roche complètement différente. Outre les statues, ces chapeaux sont eux-mêmes des exploits. Les couvre-chefs nommés Pukao ont dû être sculptés, transportés, puis ensuite soulevés au-dessus des gigantesques statues, et ce, entre 400 et 1500 de notre ère. Certains pouvaient même faire jusqu'à 2 mètres de diamètre pour 13 tonnes. Les soulever et les déposer en parfait équilibre au-dessus des statues demandait une ingéniosité qui serait impressionnante même de nos jours. Mais le plus troublant à propos de ces chapeaux mystérieux est qu'ils ressemblent étrangement à d'autres couvre-chefs aperçus dans des sculptures et des temples éparpillés partout dans le monde et surtout en Asie, appartenant à plusieurs cultures de différentes époques. La question se pose donc logiquement, est-ce que les Rapa Nui, le peuple qui les aurait bâtis, ont eu une quelconque forme de contact avec des populations asiatiques ou est-ce juste une troublante coïncidence historique? Numéro 8. Art venu d'ailleurs. De nos jours, le mot ovni est tellement utilisé à tort et à travers qu'il a perdu toute crédibilité. Néanmoins, des occurrences et des phénomènes intrigants se sont passés dans nos cieux depuis la nuit des temps, à tel point que certaines de ces occurrences ont été immortalisées dans des œuvres d'art et des tableaux tout au long de l'histoire. Et on ne parle pas ici d'une interprétation hasardeuse ou d'un cas isolé, mais il s'agit de plusieurs représentations très équivoques, parfois dans des œuvres historiques très célèbres. Un exemple se trouve au Kosovo, dans le monastère de Visoki Dekani, où deux objets volants très mystérieux sont représentés dans la fresque au-dessus de l'autel. Les deux objets semblent être des sortes d'objets volants aérodynamiques à l'intérieur desquels on aperçoit très clairement des personnes. Ce qui est le plus étrange est que la fresque, qui date de 1350, est censée représenter la crucifixion. Mais les exemples ne s'arrêtent pas là. Le miracle de la neige, une tablette peinte par le peintre italien de la Renaissance, le Pérugin, qui était le maître du très célèbre Raphaël, montre un ciel avec des nuages très bizarres et qui sont organisés d'une façon encore plus bizarre. Cet élément est d'autant plus intéressant car on sait pertinemment que le Pérugin maîtrisait à la perfection le dessin des nuages et que sa représentation est volontaire. Un autre tableau, intitulé La Madone avec San Giovannino, datant du XVe siècle, semble aussi représenter quelque chose qui a l'air de bouger à très grande vitesse dans le ciel. Il y a même un berger en arrière-plan qui le pointe du doigt. Et les exemples sont multiples, mais l'élément qui semble commun est la nature religieuse de ces œuvres d'art. Alors, ovni antique, symbole religieux, message subliminal ou juste une touche artistique pour intriguer, chacun est libre de se faire sa propre opinion. Numéro 7. Le plus vieux réseau social. Une découverte très troublante faite en Afrique et datant de l'âge de pierre a révélé l'existence d'un réseau social antique qui date de 50 000 ans. La découverte a été faite grâce à des perles retrouvées dans le sud-est de l'Afrique. Ces perles étaient déjà portées par des humains il y a 75 000 ans, ce qui en fait donc l'une des plus vieilles formes de bijoux en plus d'être le plus vieux réseau social. Des chercheurs de l'Institut Max Planck des sciences de l'histoire humaine en Allemagne ont examiné plus de 1500 de ces perles qui viennent d'une région qui s'étend sur à peu près 3000 km. La coïncidence est que même si cette région était habitée par différentes communautés et tribus, elles fabriquaient toutes la même forme de perles à base de coquilles d'œufs d'autruche. Les perles étaient même identiques en dimension, comme si elles sortaient de la même chaîne d'usine. Les recherches ont porté sur plus de 30 sites en Afrique australe et orientale, et une analyse minutieuse suggère que les personnes qui fabriquaient ces perles les échangeaient sur de vastes distances, contribuant ainsi à partager des messages symboliques et à renforcer les alliances.
Mais ce que je trouve personnellement exceptionnel est que ces perles sont encore fabriquées et portées par les chasseurs-cueilleurs en Afrique aujourd'hui même. Mais malheureusement, le premier réseau social du monde n'a pas duré. Il y a environ 33 000 ans, le port des perles a brusquement changé. Elles ont disparu abruptement d'Afrique australe alors qu'elles se sont maintenues en Afrique orientale. Des changements climatiques pourraient être à l'origine de cette modification, mettant ainsi fin au plus ancien réseau social de la planète. Bien sûr, quand on parle de réseau social, ce n'est pas au sens qu'ils ont aujourd'hui, mais néanmoins, le principe de base reste le même, connecter des gens à travers de grandes distances par un intérêt commun, en l'occurrence, les perles qui étaient un élément de parure. Numéro 6. Mythologie grecque et indienne. Les similitudes entre différentes mythologies n'est pas quelque chose de rare, surtout quand les deux cultures se sont mélangées et inspirées l'une de l'autre et même coexisté dans la même zone géographique. Mais quand il s'agit de deux cultures tout à fait différentes, à des milliers de kilomètres l'une de l'autre et qui n'ont historiquement pas eu de contact, les choses deviennent troublantes. Et c'est le cas des deux mythologies grecques et indiennes, qui sont parfois tellement similaires qu'on les croirait écrites par la même personne. Prenons l'exemple d'Indra et Zeus. Les deux sont les souverains des dieux. Les deux vivent sur une montagne sacrée et tous deux ont une préférence pour les éclairs, pas ceux-là les autres. Voilà. Et deux autres héros des deux mythologies peuvent être confondus pour la même personne. Il s'agit d'Achille et Karna. Les deux sont de puissants guerriers, les deux portaient une sorte d'armure impénétrable et les deux sont demi-dieux. Ah oui, et les deux étaient aussi impliqués dans une très grande guerre dans laquelle leur mère ne voulait pas qu'ils prennent part. Et quand ils sont morts, cela a marqué la fin des deux guerres, la guerre de Troie et les Ramayana. D'ailleurs, les deux batailles sont elles aussi très similaires. Dans la mythologie grecque, la guerre de Troie a débuté quand Hélène de Troie, reine de Sparte, a été enlevée, ou plutôt s'est enfuie avec Paris, prince de Troie. Les Ramayana ont aussi été causés par une histoire étrangement similaire. Quand Ravana a kidnappé Sita, la guerre a été déclenchée pour la récupérer. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Coïncidence historique ou l'histoire est-elle bien plus complexe? Dites-le moi en commentaire. Numéro 5. Crâne déformé. La déformation crânienne est peut-être l'une des plus étranges coïncidences historiques. Des crânes déformés ont été retrouvés un peu partout dans le monde, au Mexique, au Pérou, en Chine et même en Europe. La pratique était répandue parmi certaines des plus grandes civilisations de l'histoire, et pourtant personne ne semble comprendre l'intérêt de cette pratique. L'anthropologue anglais J. Dingwall en parle ainsi. Il est probable que cette curieuse coutume, pourtant généralisée, de déformer artificiellement le crâne est la moins comprise de toutes les mutilations ethniques qui ont été transmises depuis la lointaine Antiquité. Par exemple, la pratique de déformation artificielle des crânes a commencé en Europe à l'âge de bronze et n'a cessé que quand les Romains l'ont officiellement interdite il y a 2000 ans. Mais quand les Huns d'Asie centrale, sous les ordres d'Attila, ont débarqué en Europe au 5e siècle, la pratique a regagné énormément en popularité. Mais ce qui est vraiment étrange est que la pratique de manipulation crânienne a tellement regagné d'intérêt qu'elle a fait son apparition dans des parties de l'Europe que les Huns n'ont jamais atteint. À tel point que des crânes déformés ont été retrouvés en Allemagne, en République tchèque, en Autriche, en Hongrie, en Géorgie et même en Crimée. Ce qui voudrait donc dire que la pratique s'est répandue en Europe comme une sorte de tendance ou de mode. Une mode qui demandait pas mal de sacrifices quand même, puisqu'il fallait commencer avec des nourrissons pour modifier leur crâne. Et si ça se démode, eh bien on est coincé avec une tête allongée pour le restant de ses jours. Et les historiens peinent toujours à comprendre pourquoi cette pratique était si répandue chez tant de civilisations antiques. Numéro 4. Astronomie préhistorique. L'intérêt des humains vers le ciel et le cosmos remonte si loin qu'on en trouve des traces parmi les plus vieilles peintures rupestres du monde. Les hommes ont été fascinés par les étoiles aussi longtemps qu'ils ont pu lever les yeux vers le ciel. Mais quand est-ce qu'au juste la transition a été faite d'une simple observation fascinée et curieuse à ce que l'on peut considérer comme une étude du ciel? Les historiens considèrent que ça a commencé il y a des milliers d'années, quand des structures comme les pyramides ou encore le célèbre monument de Stonehenge ont été bâties en se basant sur les étoiles ou bien même dans le seul but de les admirer et de les étudier.
L'égyptologue du 19e siècle, Flinders Petrie, a mené la première étude approfondie des pyramides de Gizeh et les résultats furent aussi fascinants qu'étonnants. Il a découvert que chacun des 4 coins des bases des pyramides était parfaitement aligné avec les 4 points cardinaux et on ne sait toujours pas comment les Égyptiens ont pu aligner de façon si précise leurs monuments. Tout comme Stonehenge d'ailleurs, qui servait d'observatoire astronomique et qui permettait même de prévoir des éclipses de lune. Alors, était-ce juste une coïncidence et toutes ces civilisations étaient assez avancées pour maîtriser à ce point l'astronomie, ou bien nous avons tant de choses à apprendre sur nos prédécesseurs? Numéro 3. Sumériens. 2 des plus grandes civilisations antiques sont les Mésopotamiens et les Indiens de l'Antiquité. Et quand on y jette un œil d'un peu plus près, leur statut et leur représentation picturale en général semblent étonnamment similaires. En réalité, les 2 cultures partagent plein de similarités. Et c'est loin d'être une coïncidence. L'Inde et la Mésopotamie avaient des relations d'échange commercial très développées qui ont commencé 3000 ans avant notre ère. On en retrouve même des traces dans les récits officiels de la Mésopotamie antique. La première mention de l'Inde dans des documents officiels a été faite 2300 ans avant Jésus-Christ par le roi Sargon d'Akkad, qui parlait du peuple de la vallée de l'Indus, le berceau de l'Inde que l'on connaît aujourd'hui. Mais des recherches ont récemment fait des découvertes encore plus intéressantes. Il s'avère que la relation entre l'Inde et la Mésopotamie impliquait beaucoup de mimétisme culturel. Les Sumériens, le peuple de Mésopotamie, étudiaient l'hindouisme afin de mieux comprendre le peuple indien, et les Indiens ont d'ailleurs fait de même. Et les archéologues ont même retrouvé des représentations de guerre entre le héros mésopotamien Enkidu, acolyte du célèbre Gilgamesh, et le dieu hindou Shiva. Et à force d'échanges, de mélanges et de mimétisme, les 2 cultures sont devenues très étroitement liées. Numéro 2. Chine antique. En Chine antique, des cultures complètement distinctes pratiquaient les mêmes rituels. Dans ce qui est aujourd'hui la région du delta de la rivière Yangtze, prospérait la civilisation Liangzhu. Et sur les rives de la rivière Liaohe, il y avait la civilisation Angshan. Les 2 cultures remontent à 5000 ans, mais les chercheurs pensent qu'ils ont eu très peu, voire même aucun contact entre eux, ce qui voudrait donc dire que les similarités que l'on remarque entre les 2 cultures sont très étranges. Pour commencer, les 2 cultures excellaient dans l'art de sculpter le jade, et on en créait des figurines et des statues de très haute qualité. Mais le plus troublant est que les objets qu'ils fabriquaient étaient presque identiques, tout comme leur technique d'ailleurs. Les chercheurs pensent que ces similarités ne sont pas juste des coïncidences. Les 2 peuples descendent probablement des mêmes ancêtres, mais ils ne savent pas quand au juste ils se sont séparés. Mais au moment de leur séparation, c'était essentiellement le même peuple qui s'est installé sur les berges de 2 rivières différentes séparées de 1700 km l'une de l'autre. Mais avec le temps et l'évolution, chacun des peuples est devenu unique. Mais l'étonnant dans cette histoire, c'est que leur évolution a suivi à peu près le même chemin. Par exemple, une hache en jade a été retrouvée chez les Liangzhu, créée pour une sorte de rituel important. Et une hache très similaire a été retrouvée chez les Angshan. Sa forme est légèrement différente, mais ils servaient le même usage dans des rituels. Et avec le temps, les 2 cultures néolithiques ont décliné progressivement, jusqu'à disparaître. Mais leur héritage respectif ont survécu et ont enrichi une culture millénaire. Numéro 1. Les humains d'Amérique du Nord. Tous les scientifiques s'accordent que les premiers humains ont foulé les terres de l'Amérique du Nord il y a à peu près 20 000 ans. Et pourtant, une archéologue en particulier affirme que les premiers humains ont débarqué il y a 130 000 ans, ce qui prédate d'à peu près 110 000 ans les plus anciennes preuves de présence humaine sur le continent nord-américain. La chercheuse Paulette Steeves base ses conclusions, toujours non prouvées, sur des coïncidences historiques. Selon elle, si la science a déjà prouvé que les premiers hominidés ont atteint le nord de l'Asie il y a 2,1 millions d'années, elle considère donc qu'il serait illogique qu'ils n'aient pas continué leur migration jusqu'en Amérique du Nord. Néanmoins, aucune preuve physique ou archéologique ne soutient cette thèse. D'ailleurs, la plus ancienne trace de présence humaine en Amérique du Nord sont des empreintes de pieds fossilisées qui se trouvent dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique, aux États-Unis.
Des traces qui remontent à 20 000 ans, mais malgré ça, les livres d'histoire prétendent toujours que les premiers hommes d'Amérique du Nord ont débarqué il y a seulement 13 000 ans. Il serait donc peut-être temps de se pencher un peu plus sur la question. Et ce phénomène très étrange qui se passe en Antarctique inquiète tout le monde. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.